Chers auditeurs, bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode du balado L'état du monde. Et toujours en ma compagnie, Jocelyn Coulon. Jocelyn, comment ça va? Ça va très bien, très bien. Et toi? Ouais, il a l'air de faire chaud à Montréal. Il a fait chaud il y a 2 jours avec un 32 degrés. C'était un contraste par rapport aux journées précédentes. Mais là, c'est revenu à peu près 25-26, ce qui est assez confortable. Bon, nous autres ici, il fait très, très, très chaud pour faire fonctionner les airs climatisés. Bon, ben écoute, cette semaine, évidemment, on va parler de ce qui s'est passé le week-end dernier en Russie, dans le cadre du conflit ukrainien, les fameuses frappes de drones de l'Ukraine sur des bases aériennes russes. On doit parler de ça parce qu'aussi au cours, ben, on enregistre vendredi, donc la nuit dernière, il y a aussi une réplique russe, là, des frappes massives sur Kiev. Donc, on va se poser la question, est-ce que c'est la vengeance, c'est la forme de la vengeance que les Russes ont décidé de prendre pour se venger de ce qui s'est passé le week-end dernier, Mhm. ou est-ce qu'ils mijotent quelque chose d'autre? Puis aussi, ben, on va faire un petit retour dans l'histoire parce que le 5 juin 1967, ça a été ce qu'on pourrait l'appeler une des guerres les plus courtes Oui. de l'histoire, donc qui a duré 6 jours. Donc la guerre des 6 jours. On va discuter de ça. Notamment, on va discuter de la question, de la différence entre les guerres préventives et les guerres préemptives. Même s'il y a une petite lettre qui fait la différence entre ces deux mots-là. Mhm. Ça représente quand même deux réalités complètement différentes en droit international. Donc, on va notamment parler de ça, mais bon, ben écoutez, on va se lancer là, avec ce qui s'est passé dimanche dernier en Russie. Donc, ça n'a pas été une super semaine pour Vladimir Poutine, pour la Russie. Donc, dimanche dernier, il y a eu cette attaque massive de drones qui a véritablement pris par surprise les Russes qui Mhm. s'y attendaient pas. Donc, beaucoup d'avions de chasse, de bombardiers qui ont été détruits. On reviendra sur le nombre exact dans quelques minutes. Euh, donc, en Russie, les blogueurs russes ont évoqué la métaphore du Pearl Harbor. Donc, beaucoup de gens ont dit que c'est l'équivalent du Pearl Harbor russe. Et dans l'esprit de ces gens-là, ça doit impliquer des contre-mesures, une réplique à la hauteur de l'événement. Mais aussi, je crois que c'était lundi ou mardi, donc quelques heures plus tard, après la frappe de ces drones-là, le pont de Kerch. Donc ça, c'est le pont qui relie la Crimée au territoire occupé de l'Est de l'Ukraine, qui a été attaqué de façon sous-marine. On parle d'une bombe d'à peu près 1000 kilos. Qui aurait détruit un pylône du pont, donc rendant le transport par la voie ferrée impossible pour quelques jours, quelques semaines, jusqu'à temps que ce soit réparé par les Russes. C'est pas la première fois que ce pont-là est attaqué par les Ukrainiens. Ça avait été le cas il y a plusieurs mois déjà. Donc, c'est vraiment une cible de choix parce que, à quelque part, la guerre a commencé en Crimée, puis les Ukrainiens se plaisent à dire qu'elle va aussi se terminer en Crimée. Et après 2014, l'annexion de la Crimée, ben, la Russie a construit ce pont-là pour justement relier la Crimée au reste du territoire euh, occupé par la Russie. Donc, c'est un lieu hautement symbolique. Et quelques jours avant la frappe de drones ukrainiens, il y a aussi eu un déraillement de train pas très loin de la frontière ukrainienne, qui a fait à peu près une dizaine de morts de civils. Donc, écoutez, c'est pas très clair, là, un déraillement de train, on s'entend que ça peut être causé par les infrastructures ferroviaires russes qui sont peut-être un peu désuètes. Le train roulait trop vite, il a déraillé, une erreur d'aiguillage, ça peut se produire. Ceci dit, Vladimir Poutine, les autorités russes affirment que c'est les Ukrainiens qui ont fait exploser la voie ferrée. Mhm. Donc ça a permis à Vladimir Poutine de traiter les Ukrainiens de terroristes, parce que dans ce cas-ci, le train, c'est un train de civil. Donc, lorsqu'on s'en prend délibérément à des civils, lorsqu'on frappe délibérément des civils, c'est vraiment on entre dans la définition du terrorisme. Donc, ça a permis à Vladimir Poutine de traiter les Ukrainiens de terroristes. Et en conséquence, ça lui permet, lui aussi, de frapper des infrastructures civiles en Ukraine.
Donc, écoutez, on ne saura jamais le fin fond de la chose, si c'est une erreur d'aiguillage, la vitesse, ou si c'est causé par les Ukrainiens. Mais bref, ça n'a pas été une super bonne semaine pour lui. Donc, parlons d'abord de la question des drones. L'attaque de dimanche dernier. Ben, c'est une attaque qui a pris par surprise les Russes. Ils ne s'y attendaient pas. Puis je pense qu'on peut dire que c'est une prouesse stratégique de la part des Ukrainiens. Donc, on dit qu'ils ont travaillé sur ce plan-là pendant au moins 1 an et demi, donc 18 mois. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont mis ces drones-là d'une valeur d'à peu près 1 200 $ pièce dans des conteneurs. Donc, ils ont caché sous un faux plancher ces drones-là dans un conteneur qui ont été déplacés par la route, par des camions à proximité de ces bases-là, dont une base qui se trouve à Irkoutsk, qui, si vous regardez sur la carte, là, c'est à la frontière de la Mongolie, là. C'est près du lac Donc, Baïkal. C'est donc 4000 les kilomètres. les Ukrainiens se sont introduits en territoire russe avec ces camions-là et Ah, ont roulé pendant 2 3 000 kilomètres ouais, pour atteindre Irkoutsk sans être détectés par les renseignements russes. Il faut quand même le faire. faut quand même le faire. Oui, oui. Donc, jusqu'à Irkoutsk, on va regarder sur la carte, je crois que c'est 4000 kilomètres, là. On Ouais, est à la, 4 000. on est à la frontière de la Mongolie, là. Ouais. Donc, ils ont vraiment bien planifié leur coup. Donc, à un moment prédéterminé, donc, les toits des conteneurs se sont ouverts, puis le faux plancher s'est aussi ouvert, et puis les drones se sont déployés et sont allés frapper des avions qui étaient stationnés là, sur des pistes, sur le tarmac de différents aéroports. Et puis, donc, ce que les renseignements ukrainiens, ce que l'Ukraine affirme, c'est qu'ils auraient détruit une quarantaine de bombardiers stratégiques lourds russes pouvant emporter des charges nucléaires, donc l'équivalent des B-52 américains, donc une quarantaine de bombardiers lourds de cette nature-là, ce qui représenterait à peu près le tiers de Ouais. la force de frappe nucléaire aérienne russe. Bon, maintenant la question c'est est-ce que c'est vrai? Donc, les Russes, eux, de leur côté, ont affirmé en début de semaine qu'ils ont perdu une demi-douzaine de ces avions-là. Toi, Justin, tu me disais il y a quelques minutes, tu avais d'autres Alors, renseignements. alors moi, je suis abonné à l'Institut international d'études stratégiques de Londres, plus connu sous l'acronyme IISS, qui fait autorité dans le domaine de l'armement de tous les pays du monde, que ce soit sur le budget, le matériel, etc. Et aujourd'hui, ils ont envoyé une fiche d'information où ils commencent par dire qu'est-ce que les Russes possèdent comme avions stratégiques dont les modèles ont été frappés par les Ukrainiens. Et là, on parle ici d'à peu près 170 appareils, OK? Dont 58 sont des bombardiers stratégiques du modèle TU-95 et 54 TU-22. Bon. Donc, Et il y a les AWACS aussi. aussi, Il y a les modèles AWACS, donc ce fameux avion détecteur, radar. avec une espèce de dôme là, sur le dessus de Voilà. l'avion. Voilà. Donc, d'après ISS, il y aurait eu 7 pertes pour le premier groupe de 58 et 4 pertes pour le deuxième groupe de 54. Donc, on est autour là, d'une douzaine d'avions qui ont été frappés. Et c'est ce qui s'est un peu dégagé tout au long de la semaine. Parce que quand il y a eu les premières informations dimanche, on était dans la Ah oui. propagande ukrainienne qui disait une quarantaine d'avions pour un total de 7 milliards de dollars. Voilà. Tout le monde a repris ça comme si c'était une vérité. Et finalement, vers la fin de la semaine, on a vu que les dépêches de presse commençaient plutôt à parler d'une douzaine ou d'une dizaine pour un total de 1,2 milliard de dollars. Donc, ça prenait moins d'ampleur qu'on ne le soulignait. Ce qui est d'ampleur, c'est d'avoir contourné les services Ah de oui. renseignement russes et tout, parce que c'est pas la première fois que les Ukrainiens frappaient le territoire russe d'abord, Mhm. mais c'est tout ce qui a été fait en amont qui était très important. Oui.
Ah non, c'est vraiment impressionnant ce qu'ils ont fait, là. Réussir à faire tout ça sans se faire prendre. Il y avait énormément de personnes qui devaient être impliquées aussi dans cette opération-là. Voilà. Non, non, chapeau. Mais c'est ça, les fameux avions AWACS, ça, c'est dans un reportage de télévision française hier que j'ai vu, puis j'ai trouvé ça vraiment intéressant. Ils zoomaient sur les images et puis ils disaient, portez bien attention là, aux avions en question. Donc, c'est effectivement des avions radars. On voit très bien là, le truc rond sur le dessus de l'avion, qui est donc le radar. Et lorsque Ouais. le drone s'approche, donc ils ont gelé l'écran, puis remarquez quelque chose d'extrêmement étonnant. Vous voyez sur l'avion une étoile rouge, une énorme étoile rouge. Puis les gens faisaient remarquer, les avions russes actuellement n'ont pas cette étoile-là. C'est une étoile soviétique. Ah Et oui. regardez aussi, les avions, ils montraient une image de ces avions-là, ils ont 4 réacteurs. Regardez l'avion qui est sur le point d'être frappé par le drone, il y a 3 réacteurs seulement. Donc, d'où l'interrogation que le journaliste avait. Se pourrait-il que ce soit, parce que c'est des avions qui ont été construits à l'époque soviétique, là, se pourrait-il que ce soit un avion construit à l'époque soviétique, d'où la raison pour laquelle il y a cette étoile rouge-là sur la carlingue, mais la raison pour laquelle il manque un réacteur, est-ce que c'était simplement des avions qui n'étaient pas véritablement utilisés, mais Voilà. qu'on se servait uniquement pour les pièces de rechange? Hmm. Donc, si c'est effectivement le cas, ben, on a détruit un avion qui ne volait pas depuis 20 ou 30 ans, Voilà, qui était inutile. qui était inutile, ben, qui était utile uniquement pour les pièces. Donc, l'armée Oui. russe a, bon, a pas la possibilité d'utiliser l'avion pour ce qu'on appelle quoi, du cannibalisme, pour Ouais. réutiliser les pièces qui pourraient faire défaut sur des avions qui fonctionnent. Donc, voilà. Donc, il faut quand même faire attention. Puis, il y a aussi eu beaucoup d'images générées par l'intelligence artificielle qui montraient là, des dizaines et des dizaines d'avions détruits sur le tarmac. Et Hmm. puis, les logiciels ont été en mesure de détecter assez rapidement que c'était des images qui étaient fabriquées par l'IA. Donc, voilà. Mais en tout cas, bref, que ce soit des pertes de 7 milliards de dollars ou d'1 milliard de dollars, il en reste pas moins que c'est une opération, euh, c'est une prouesse stratégique, c'est une opération vraiment Spectaculaire. spectaculaire de la part des Ukrainiens. Et on en avait déjà discuté, qui montre une chose, c'est que les drones dans les guerres de demain vont prendre une place là de Hmm. plus en plus importante que c'est le cas aujourd'hui, là. Puis ceux qui suivent un petit peu ce qui se passe sur le conflit en Ukraine, vous voyez vraiment des dizaines et des dizaines d'images de frappes de drones sur des véhicules, sur des soldats. Donc, c'est la hantise des soldats, hein, parce que c'est extrêmement difficile de se défendre contre ces gadgets-là. Je pense, à bien des égards, on peut parler de gadgets qui volent dans le ciel, auxquels on attache des grenades et des obus. Ça fait un peu artisanal tout ça. Donc, Hmm. les soldats ont plus à craindre les tireurs d'élite, les tirs d'artillerie, mais des drones de 300 dollars qu'on peut acheter dans n'importe quel magasin de Radio Shack ou n'importe quelle autre compagnie de la sorte pour un prix dérisoire. Donc, ça prend vraiment une place de plus en plus importante dans les conflits, puis ça va aller en s'accélérant. Ça, Hmm. je pense que c'est assez clair. Ouais. Maintenant, Tu, oui, vas-y. tu as vu que tout de suite après, on a appris que les deux présidents s'étaient parlé, Poutine et Trump. Donc, Mhm. c'est quoi, 48 heures après l'attaque? Je sais pas qui a initié l'appel. J'ai pas vu J'ai pas vu non dans les plus, non. médias américains qui a initié l'appel, mais ils se sont quand même parlé pendant 1 heure et demie. Et sans doute pour conclure qu'il n'y avait pas grand-chose à faire à ce stade-ci du conflit en termes de négociation. Et le président Trump a même dit, il vient un moment où il faut laisser les deux kids se battre et puis à un C'est ça. moment donné, ça va se terminer. Un Ouais, peu cynique, mais souvent, dans un conflit, c'est ça. Euh, Sans que ça soit une comparaison très juste, la guerre civile libanaise a duré 16 ans, mm, jusqu'à ce que les Libanais se rendent compte que là, ça suffisait parce que ils s'en allaient vers une catastrophe. c'est ça. Et les négociations entre les États-Unis et le Nord-Vietnam ont duré 5 ans avec ces retours en arrière, ces bombardements, ces espaces de négociation. Puis, Et donc, on n'est pas au bout ah de ben ce non. conflit.
Mais la négociation, les rencontres à Istanbul ont malgré tout pas été interrompues le lendemain, donc Voilà, lundi c'est dernier. déjà Euh, une bonne chose. les Russes ont fait un coup assez chiant aux Ukrainiens. Ils ont annoncé qu'ils allaient rendre, de façon unilatérale, sans exiger quoi que ce soit en retour, qu'ils allaient rendre les corps de 6 000 soldats ukrainiens en plaidant que ben, ils ont droit à un enterrement chrétien. Donc, on agit comme de bons chrétiens à cet égard-là. Et quand je dis que c'est un coup qui est extrêmement chien, c'est que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le cas de l'Ukraine, sur le plan financier, c'est peut-être plus profitable que ces 6 000 soldats-là soient simplement listés comme étant portés disparus, Ah, prisonniers de guerre, déserteurs. Parce qu'en Ukraine, chaque soldat décédé, on donne l'équivalent de 50 000 dollars canadiens aux familles des OK. soldats décédés. Donc, Ah oui, faites le calcul vous-même. 50 000 dollars fois 6 000 soldats, ouais, ça fait 300 millions de dollars. Donc, du coup, comme ça, l'Ukraine doit verser l'équivalent de 300 millions de dollars aux familles des soldats qui maintenant sont officiellement décédés parce que les corps mhm. sont rendus. Et puis aussi, symboliquement, vous allez avoir partout dans le pays 6 000 enterrements, là. Ah Donc oui, aussi sur le ouais, plan symbolique, là, l'idée de donner un coup au moral ukrainien, c'est ouais, clairement la raison pour laquelle là, les Russes ont accepté gen- gentiment de rendre ces corps-là. Et puis ils ont dit aux Ukrainiens, ouais. écoutez, si vous en avez aussi des corps de soldats russes décédés à nous rendre, Mhm. écoutez, rendez-les nous, puis c'est, Voilà, mais on ne l'exige pas de votre part, là. Si vous ouais. avez de la bonne volonté, allez-y. Mais c'est ça, c'est un coût qui va leur coûter 300 millions de dollars. Euh, Maintenant, sur cette question-là, bon, ça va être quoi la réponse de la Russie? La Mhm. vengeance de la Russie? Parce que après le coup de fil entre Poutine et Trump, Trump a dit la réplique, Ça en attendez, vient. ça s'en vient puis ça va faire mal. Puis vous avez beaucoup Dimitri Medvedev, l'ancien qui a fait l'intermède en 2008 et 2012 comme président, a aussi eu des mots extrêmement vifs à l'égard des Ukrainiens pour leur dire que, écoutez, le moment de la rétribution s'en vient, puis vous pouvez vous attendre à ce que notre réplique soit disproportionnée par rapport à Ah oui, l'attaque que vous venez de nous faire subir. Donc, est-ce que ça a été ce qui s'est passé la nuit dernière? Il y a eu des frappes massives de drones, de missiles de croisière qui ont frappé Kiev. Bon, donc les Ukrainiens ont dit beaucoup d'infrastructures civiles ont été détruites. On disait des appartements, puis ils donnaient des secteurs de la ville où des appartements avaient été détruits, tout en disant que seulement 4 civils avaient été tués. Donc, écoutez, lorsqu'on dit qu'il y a des frappes massives contre des infrastructures civiles, on s'attend, comme c'est dans le cas de Gaza, on s'attend à ce qu'il y ait des dizaines et des dizaines de morts, voire des centaines de morts. ouais, Lorsqu'on conclut qu'il y a simplement eu 4 morts, bon, on peut s'interroger sur, en réalité, qu'est-ce qui a véritablement été pris pour cible. Mais il en reste pas moins, si vous avez vu les images, ça a solidement bardé à Kiev la nuit ouais. dernière. Donc, est-ce que c'est ça la réponse de la Russie? Ou est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'encore plus disproportionné qui s'en vient au cours des prochains jours, des prochaines semaines? En tout cas, Ça, écoutez, ça pourrait être des actes de sabotage. Les Russes peuvent s'infiltrer aussi en Ukraine et puis commettre des actes de sabotage. Je ne sais pas s'ils l'ont fait par le passé, mais ils ont la capacité de le faire, ouais. certainement. Je sais qu'il y avait beaucoup de Russes qui étaient infiltrés en février 2022, Ouais, avant l'invasion. Et puis, de mémoire, j'ai pas eu connaissance là, d'actes de sabotage de la part des Russes en Ukraine. Comme ça peut être le cas de la part des Ukrainiens en Russie, là. ouais. Donc, je sais pas, peut-être à cet égard-là, ils ont plus les mêmes entrées qu'ils avaient il y a 3 ans et demi. Mhm. Donc, c'est une possibilité. J'ai parlé à des gens qui me disaient, ben écoutez, peut-être que les Russes voudraient envoyer un message extrêmement fort en faisant un test, un test nucléaire sur leur propre territoire, montrer qu'ils ont la capacité encore de pouvoir recourir à ces armes-là, en tout cas que ces armes-là fonctionnent. Puis on parle aussi de la possibilité du recours à une frappe nucléaire tactique en territoire ukrainien
vraiment envoyer là, un message là, assez clair à l'Europe. Écoutez, si vous voulez jouer à ce jeu-là, ben voici jusqu'où on est prêt à aller. Vous, est-ce que vous êtes prêts aussi là, à utiliser le même type d'armes? Puis soyez conscients que si vous continuez à appuyer financièrement, militairement l'Ukraine, ben la prochaine bombe tactique pourrait tomber en Pologne, en Allemagne ou en Mhm. France, là. Donc, Moi, c'est un scénario auquel je crois pas, parce que la Russie se couperait des derniers alliés qu'elle a à travers le monde. Les Chinois ont été assez clairs là-dessus depuis 3 ans sur l'utilisation des armes nucléaires. Donc, ouais, j'ai l'impression que Poutine va y penser à 2 fois avant de ouais. déclencher le feu nucléaire. Moi, tu vois, je dirais, le jour où les Russes vont être tannés, le jour où ils vont vouloir mettre un terme à la guerre, Oui. moi, j'ai tendance à penser que c'est une option qu'ils contemplent et qui Mhm. pourrait être très bien utilisée en se disant, c'est une seule bombe tactique sur le territoire ukrainien. Eux se disent, c'est un pari un peu risqué. Ouais. Les Américains interviendront pas. Ouais. Ils en ont rien à cirer de l'Ukraine. Trump, on en a déjà parlé. Je pense que la raison pour laquelle il demeure impliqué dans le processus de négociation, c'est il espère un prix Nobel. J.D. Vance, pour sa part, lui, là, Oui, si oui, c'était lui, il a lui qui mis une devait prendre la croix. décision, c'est Oui. hors de question qu'on se mêle à l'heure actuelle, qu'on continue à se mêler de ce conflit-là. Puis si ça Ouais. commence à jouer avec du nucléaire, là, non, non, c'est hors de question qu'on en fasse autant. C'est pas de nos affaires. Maintenant, ça renverrait simplement la balle dans la cour des Européens, qui sont les seuls encore à continuer à appuyer l'Ukraine. Et là, c'est de leur envoyer le message, là, voulez-vous continuer à jouer à ce jeu-là, là? Parce Mhm. que vous n'avez pas la capacité militaire de pouvoir en faire autant, parce que ça dépend de la France. Est-ce que la France va pouvoir utiliser ses armes pour défendre l'Ukraine, pour défendre le reste de l'Europe? C'est loin d'être sûr. Puis même si c'était le cas, c'est un jeu en termes de proportion. Les Français ont, je pense, quelques centaines d'armes nucléaires, alors que les Russes en ont des Des milliers. milliers. Ouais. Donc, je pense que à partir quand les Russes vont vouloir vraiment mettre un terme à cette guerre-là, ils vont être tannés. Moi, j'ai l'impression, j'espère me Mhm. tromper, parce que si c'est effectivement le cas, moi, avec les vents dominants, là, les retombées vont me tomber sur la gueule, là. Donc, je le souhaite vraiment pas, mais j'ai l'impression, lorsqu'ils vont vraiment être tannés, ils vont faire jouer le nucléaire Ouais. pour Ouais. envoyer vraiment un message, puis ramener tout le monde à la raison, là. Mhm. Là, on comprend, oui, supporter l'Ukraine, un pays qui a été envahi illégalement, d'accord, mais là, on joue avec des armes de destruction massive, là. Là, est-ce que vous voulez continuer à jouer à ce jeu-là avec les risques qui viennent avec, ou on ne s'assoit pas véritablement à la table de négociation, puis on met un terme à tout ça parce que de part et Oui. d'autre, là, on veut pas qu'il y C'est ait. c'est un scénario. C'est un c'est- scénario. On verra. En tout cas, j'espère évidemment me tromper. Mais une chose est sûre, en tout cas, ce qui s'est passé, la frappe de drone, ça ne change rien à la réalité du terrain. L'Ukraine continue à perdre des territoires dans la région là, vous savez, la région de Koursk qui a été Oui. attaquée en août dernier, que les Russes, après 7 8 mois, ont été en mesure finalement de libérer. Mais les Russes ont poursuivi leur avancée, là. Maintenant, c'est dans le nord du territoire ukrainien. Et puis, Tout à fait. ils s'approchent de la ville de Soumy. Les Russes continuent à prendre du terrain. La ville va bientôt, si ça continue comme ça, la ville va être à portée de tir d'artillerie. C'est une ville assez importante. Puis je pense que ce qui s'est passé aussi hier, la Russie a aussi démontré qu'elle a encore la capacité assez d'avions pour lancer des missiles de croisière, lancer des missiles Ouais. balistiques. Donc, ça a été démontré hier soir. Donc, en quelque sorte, ce que les Ukrainiens ont fait, dimanche dernier, c'est plus une opération plus de relations publiques qu'autre chose. C'est pour montrer aux C'est Européens, sûr. au reste du monde qu'ils continuent à se battre malgré tout et que contrairement à ce que Ouais. Trump a dit à Zelensky en février dernier, ils ont encore des cartes en main. Ils sont capables d'imposer leur stratégie aux Russes. Donc, symboliquement, oui, Et, on- et c'est bon pour le moral des Ukrainiens aussi, en plus. aussi, Alors, parce que, parce que dans l'armée ukrainienne, il y a beaucoup de gens qui sont démoralisés. Je pense que les reportages de la télévision américaine ou française le montrent bien. Et un coup aussi spectaculaire, ben, ça ne peut que booster le moral. Mais tout ça va être de courte durée.
Voilà. Parce que la réalité, tu viens de l'expliquer, les forces russes avancent, même si c'est de façon très, très petite, elles avancent quand même. C'est ça. Donc, depuis le début de l'année, ils ont pris, c'est ce que j'ai lu, 400 kilomètres carrés Ouais. depuis janvier. C'est pas des grandes offensives Non, comme pendant non, la Seconde Guerre mondiale, mais mettez des 400 kilomètres carrés à d'autres 400 kilomètres carrés depuis la fin de l'année 2024, puis ça commence à faire plus que 20% du territoire ukrainien qui est maintenant occupé par les Russes. Et puis, ben c'est ça, mais là, il y a eu la réaction des Russes hier, Kiev qui a été bombardé, tout ça, ça arrive à quelques jours avant le sommet du G7. Donc, on peut très bien, qui va avoir lieu au Canada, donc on peut très bien s'attendre à ce que la question ukrainienne occupe une grande part des discussions, puis, c'est certain. et que ça Ouais. va peut-être euh, amener les membres du G7 à envoyer encore d'autres armes, s'engager dans un communiqué final pour engager encore d'autres sommes d'argent en soutien à l'Ukraine. Donc, On verra. on verra. Euh, voilà, je pense que c'est OK, ce que j'avais à dire sur la question. Donc, OK. retour en arrière au 5 juin 1967, si tu veux nous dire ce qui s'est passé. Alors, c'est toujours dans cet éternel conflit israélo-arabe et israélo-palestinien. Donc, effectivement, du 5 au 10 juin 1967, il y a eu ce qu'on a appelé la guerre des 6 jours, une des guerres les plus rapides. C'était la troisième guerre israélo-arabe après 1948-49 et puis 1956. Donc, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu des mouvements de troupes chez les Égyptiens, les Syriens, les Jordaniens, aidés en cela par l'Irak, qui faisaient pression sur Israël, évidemment, euh, pour encore une fois frapper le territoire israélien et venir au secours de la cause palestinienne, pardon. Et donc, dans ce bras de fer qui était toujours présent depuis 1956, mais là qui s'accélérait, l'Égypte de Nasser a décidé dans un premier lieu de bloquer le détroit de Tiran aux navires israéliens, ce qui voulait dire pour les Israéliens un acte de guerre. Et- Et et- c'est effectivement en droit ouais. international un acte de guerre. Et Nasser a aussi demandé aux casques bleus qui étaient déployés le long du canal et de se retirer immédiatement, ce qui évidemment envoyait un signal à Israël que là, la montée du conflit euh, commençait à être très sérieuse et qu'il fallait la prendre au sérieux. Alors, devant cet état de choses, Israël a décidé de frapper immédiatement. Et elle a détruit, la première journée, elle a détruit la moitié de la flotte aérienne des trois pays en question, Égypte, Syrie et Jordanie. Donc, c'était un coup spectaculaire et ça montrait encore une fois comment les Israéliens dominent sur le plan militaire et sécuritaire cette région-là. D'ailleurs, on le voit encore aujourd'hui en 2025. Israël a neutralisé le Hezbollah et le Hamas, la Syrie s'est effondrée dans sa guerre civile, et elle maintient en joue l'Iran. Oui, Donc, il avec reste son. plus d'ennemis, là. Non, c'est ça. Puis sur le plan technologique, le dôme de fer, le Iron Dome, Il est très même si efficace. c'est pas un système efficace à 100%, Voilà, il en reste pas moins extrêmement efficace, même s'il y a quelques missiles qui réussissent à passer au travers. voilà. Donc, en 1967, la première journée, la moitié de l'aviation arabe est détruite au sol. Et à la fin, le 10 juin, donc 6 jours plus tard, au moment où on demande un armistice, l'Égypte a perdu la bande de Gaza et le Sinaï au complet.
La Jordanie a perdu Jérusalem-Est et la Cisjordanie, et la Syrie a perdu le plateau du Golan. Donc, Israël a étendu ses possessions, d'une certaine façon, et aujourd'hui, on en subit toujours les conséquences, puisque à part le plateau du Golan et le Sinaï, la bande de Gaza et la Cisjordanie, c'était une partie de l'État arabe qui aurait dû être fondé en 1947-1948, quand il y a eu le plan de partage, puis la déclaration d'indépendance d'Israël. Les pays arabes n'ont pas respecté ce plan de partage, ils étaient opposés, c'est ce qu'ils ont dit à l'Assemblée générale des Nations unies en 1948. Et ils ont donc interdit la naissance de ce pays arabe qui était inclus dans le plan de partage. Et donc, Israël occupe les territoires et aujourd'hui, on vit avec ça quand on veut construire l'État palestinien. Parce qu'évidemment, au cours des 60 dernières années, ou presque, ben, Israël a multiplié la construction de colonies en Cisjordanie, avait occupé une partie de Gaza, puisqu'il y a eu des colons à Gaza jusqu'à ce que Ariel Sharon décide de retirer ces colons. Ils n'étaient pas très nombreux, 4-5 000 dans les années 90. Et aujourd'hui, on négocie essentiellement un État palestinien dans ce qui reste de Gaza ou dans ce qui restera de Oui. Gaza après l'intervention militaire actuelle, et la Cisjordanie, qui est elle-même grappillée jour après Avec jour des nouvelles colonies. par les nouvelles colonies israéliennes. Et quand on dit souvent euh, pour ceux qui suivent ce conflit-là et surtout la reconnaissance diplomatique de l'État de Palestine, on dit souvent que les États reconnaissent la Palestine dans ses frontières de 1967, c'est-à-dire avant le 4 juin 1967, au moment où la guerre a éclaté. Et donc, ça pose un problème pour Israël parce qu'elle a presque 1 million de colons en Cisjordanie. Et qu'est-ce qui va rester de Gaza aussi? Donc, on vit encore sur les décombres de cette guerre. Évidemment, il y a eu un traité de paix entre Israël et la Jordanie et entre Israël et l'Égypte, qui a permis par exemple à l'Égypte de retrouver sa souveraineté sur le Sinaï. Mais la bande de Gaza et la Cisjordanie font toujours l'objet d'une négociation. Donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui. Évidemment, et je te laisse la parole là-dessus, cette guerre a fait découvrir que stratégiquement, on pouvait mener des guerres préemptives Préemptive. pour Voilà. préemptive et non pas préventive. Il y a une distinction à faire entre les deux Ouais. et je te laisse la faire. Ben c'est ça, comme tu l'as expliqué, euh, les troupes égyptiennes, syriennes, Jordanie, appuyées par l'Irak, commençaient à mobiliser leurs troupes. Donc, déjà pour Israël, à ce moment-là, c'était une lumière rouge, là. Une Si ces indication. pays-là mobilisent leurs forces militaires, ça peut être pour des exercices. Mais ça peut aussi être le signe d'une attaque éventuelle. Et lorsque les casques bleus se sont retirés du Sinaï, immédiatement les troupes égyptiennes ont occupé le territoire, ce qui les plaçait directement à la frontière avec Israël. Donc le tampon des casques bleus venait de disparaître, ce qui faisait augmenter d'autant la menace et la crédibilité de la menace. Il y avait aussi les déclarations de Nasser, le président égyptien, qui disait si j'en ai l'occasion un jour, je vais rayer Israël de la carte. Et à Ouais. peu près 2 semaines avant le début de la guerre des 6 jours, les pays arabes en question avaient signé un accord militaire. Donc, lorsque vous mettez bout à bout tous ces éléments-là, Israël
les Israéliens sont venus à la conclusion, écoutez, tous les faits, il faut que ça s'appuie sur des Ouais, faits, tous les faits portent à croire qu'ils vont nous envahir, et pas dans 6 mois là, ou dans un an, là, mais c'est une question, une attaque imminente imminente. et qu'il n'y a absolument pas d'autre façon de nous défendre par des alternatives non violentes à la guerre, la négociation ou quoi que ce soit. Il n'y a absolument aucune alternative non violente à la guerre à notre disposition pour nous défendre. Et comme l'attaque est imminente, donc on a la possibilité, on a le droit de pouvoir attaquer avant qu'on se fasse attaquer. Donc c'est ça la logique d'une guerre préemptive lorsque la menace, elle est crédible et que et que l'attaque est imminente. Puis là, encore une Mhm. fois, lorsqu'on parle d'imminente, c'est une question de jours, c'est pas une question de mois ou d'années. Ouais. Donc, c'est la définition d'une attaque préemptive. Maintenant, une attaque préventive, c'est vous avez l'impression que peut-être dans l'avenir, votre ennemi va vouloir vous attaquer. Mais l'attaque, la menace n'est toujours pas crédible à l'heure actuelle. On la Et la, voit pas, on on- l'identifie pas Ouais, d'une certaine façon. exactement. Enfin, Mais il y a pas de fait qui ouais, permettent d'appuyer vos prétentions. Et en outre, l'attaque est clairement pas imminente. Donc, ça mhm. voudrait dire, par exemple, tu sais, parce que si donc, ça veut dire, ça peut pas être simplement un chef d'État d'un pays ennemi qui fait des menaces. Voilà. Je vais vous envahir si vous faites pas La ci, Corée du pas Nord ça. qui menace les États-Unis. Ou les États-Unis et le Canada. Vous allez Oui, devenir le 51e État. Oui, mais d'accord, mais si on commence à considérer toutes ces menaces-là comme étant des menaces crédibles qui, imminente. qui préfigurent des attaques imminentes, ben, tout le monde va finir par s'attaquer réciproquement, Ouais. là. Donc, la société globale va sombrer dans la guerre perpétuelle. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle une guerre préventive et ces guerres-là sont illégales en droit international. Donc, l'intervention américaine en Irak en 2003, souvenez-vous, la justification du président Bush était la menace, elle est crédible et l'attaque, elle est imminente. Donc, on Oui, a des oui. preuves que Saddam Hussein et son régime fabriquent des armes de destruction massive et ils sont en collaboration, en communication avec Al-Qaïda et ce n'est qu'une question de jours, voire de semaines avant qu'ils passent à l'acte. Donc, ils ont enrobé leur C'est sûr. discours de tous les éléments qui sont propres à une attaque préemptive, de sorte que l'invasion de l'Irak allait pas être considérée comme un acte illégal parce que la menace était imminente. Or, on sait maintenant que c'est absolument pas le cas. Il y avait absolument aucune arme de destruction massive en Irak. Les communications entre le régime de Saddam Hussein et Al-Qaïda, c'était extrêmement mince. C'était des oui-dire. Donc, il n'y avait absolument rien de crédible là-dedans. Donc, on s'est rendu compte que les faits qui étaient invoqués par les États-Unis, c'était des fake news. Mhm. C'était de la désinformation, ce qui fait en sorte que l'invasion américaine de l'Irak en 2003, c'était beaucoup plus une guerre préventive qu'une attaque préemptive, ce qui fait que, techniquement, on dirait en droit international, George Bush a commis un crime contre la paix. Donc, c'est un criminel de guerre. Mhm. Euh, donc voilà, c'est comme ça qu'on fait la distinction entre les guerres préemptives et préventives. Donc, les critères sont extrêmement clairs. Et puis, ces critères-là remontent à ce qu'on appelle l'affaire du Carolina en Ah, c'est ce que je voulais que tu parles. Ouais. en 1837, où vous avez eu une escarmouche dans la région des Grands Lacs entre la marine américaine puis la Royal Navy. Et donc, c'est là où les critères de l'imminence et de la crédibilité de la menace ont été codifiés de façon non officielle dans la jurisprudence de l'époque. Et c'est la raison pour laquelle Israël a pu plaider avec succès qu'il n'avait pas violé le droit international. Donc, essentiellement, c'est une autodéfense anticipée. Donc, on a Ouais. toujours le droit de se défendre lorsqu'on est attaqué, mais lorsque en fait, c'est comme dans le droit domestique. Si vous voyez une personne qui s'avance vers vous, vous conduisez en voiture, vous êtes sur métropolitain, puis là, il y a une personne qui vous coupe,
puis la personne sort de sa voiture, puis elle a le poing fermé, puis elle a l'air déterminée à vouloir vous en mettre une sur la gueule, ben, si vous donnez le premier coup de poing, ben, techniquement, la personne ne vous a pas encore touché, mais Mm. vous pouvez plaider avec succès, ben, la menace était claire et elle était Ouais. clairement imminente. Puis vous avez des témoins qui peuvent témoigner à l'effet que la personne, effectivement, est sortie de sa voiture pour se diriger vers vous, le poing fermé, Mm. en criant des obscénités. Vous n'irez pas en prison, là. On va considérer que c'est de la légitime défense anticipée et qu'il vaut Voilà. toujours mieux donner le premier coup de poing que d'attendre de se faire frapper en premier avant de pouvoir réagir. Donc, c'est à peu près, c'est exactement la même logique. Puis dans le cas des Égyptiens, je pense on en avait déjà discuté la question de la paix, des compromis. C'est le successeur de Nasser, Ça date. général Sadat, à la fin des années 70, c'est en 79, les accords entre De Israël Camp et David, oui. de Camp David. Donc, Israël a accepté de rendre le Sinaï à l'Égypte, mais en contrepartie, Sadat, l'Égypte, a dû promettre, a dû reconnaître l'État d'Israël Oui. et promettre que jamais plus dans l'avenir, l'Égypte essaierait d'envahir Israël. Donc, ça a Ouais. rétabli les liens diplomatiques. Et ce qui a mené à la mort de Sadat, quelques mois plus tard, lors d'un défilé militaire des troupes de l'armée égyptienne défilant devant lui qui l'ont assassiné. Pourquoi? Parce que pour eux, c'est Ouais. absolument impossible de reconnaître le droit d'Israël à exister. Donc, Ouais. avoir fait un compromis comme ça, c'était complètement inacceptable. C'était franchir une ligne rouge qui méritait la peine de mort. Donc, dans le cas pour revenir dans le cas du conflit ukrainien, on peut comprendre très bien que pour beaucoup d'Ukrainiens, un compromis de la part de Zelensky ou de n'importe quelle personne qui pourrait lui succéder Ah comme oui. président, si ça devait advenir un jour, n'importe quel président ukrainien qui ferait ce type de compromis-là, donc accepter la partition du territoire ukrainien, céder une partie du territoire aux Russes, ce serait de la même nature que ce que Sadat a fait en 79 avec les Israéliens, ce serait interprété par des extrémistes nationalistes C'est ukrainiens comme une étant, condamnation à mort, là. c'est ça. Donc ça, c'est ce qu'un auteur américano-israélien, Avishai Margalit, a Ah décrit oui. comme étant des compromis sanguins. Donc, c'est Ah quelque ouais. chose là, qui est symboliquement, faire un compromis sur une question comme ça, là, c'est symboliquement chargé et il y aura toujours des gens qui vont être viscéralement opposés à ce type de Ouais. compromis-là. Donc, par exemple, accepter de diviser Jérusalem entre les Mm. Israéliens et les Palestiniens, c'est ce qui a mené à la mort d'Yitzhak Rabin. Ouais. Euh, à la fin, je pense, à la fin de la Première Guerre mondiale, lorsque y a eu la partition de l'Irlande, bon, ben, pour beaucoup d'Irlandais, que leur île Ah soit oui, divisée en c'était deux, c'était complètement inacceptable. inacceptable. Ça a mené à une guerre civile. Il y a des nationalistes irlandais qui étaient incapables d'accepter ça. Donc, on trouve ça plein de cas historiques Ah oui, c'est comme nombreux. ceux-là. Ouais. Donc, voilà, on peut très bien se mettre dans les culottes de Volodymyr Zelensky et de se dire, on peut le comprendre lorsqu'il dit il n'y aura pas de compromis territorial. On va pouvoir discuter avec les Russes lorsqu'ils auront quitté l'entièreté du territoire qu'ils occupent illégalement depuis 2014. C'est à partir de ce moment-là qu'on pourra discuter avec eux. Ça peut paraître une condition je veux dire, qui est complètement irréaliste, qui fait absolument aucun sens, Ah oui. mais elle fait du sens dans cette perspective-là Ben du oui, 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 tout à compromis fait. sanguin où c'est quelque chose qui est totalement inacceptable de la part de beaucoup d'Ukrainiens, puis aussi du principal intéressé qui sait très bien que s'il faisait le moindre compromis là-dessus, ça reviendrait essentiellement à une condamnation à mort. Ça va, ouais. Donc c'est ça, Ben voilà, c'est ce qui s'est passé le 5 juin 1967. 1967. Et puis, ben, c'est ça, comme tu le dis, comme tu l'expliquais très bien, c'est un conflit qui continue à hanter la région. Voilà. On Puis va en entendre parler encore, mon cher. c'est pas, je pense pas qu'on va pouvoir faire un épisode de l'État du monde dans 25 ans où on pourra se dire, bon, ben, la fin du conflit israélo-palestinien, là, ça se sera terminé en juillet 2025, là. Oui, oui. Il va falloir Ça attendre me un petit peu, surprendrait. falloir attendre un petit peu plus, là. Ouais. Ouais. Bon, Voilà, mon ben écoutez, cher.
Ben, j'espère que vous avez apprécié l'émission. Écoutez, laissez-nous vos commentaires, puis des suggestions aussi de thématiques. Si vous aimeriez qu'on parle de sujets que vous aimeriez là, entendre parler, sentez-vous bien libre de nous laisser vos suggestions en commentaire. Et puis, ça va nous faire plaisir d'essayer à tout le moins d'en parler si on a les connaissances, les capacités pour le faire. Puis écoutez, sur ça, on vous souhaite une très bonne semaine. Puis on se revoit dimanche prochain. Allez, au revoir tout le monde.